Bonjour à tous et bienvenue sur Intro Story Live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une exposition qui est absolument géniale, qui est sur le thème des robots. Donc pour ceux qui aiment la SF, je vais avoir quelques petits trucs sympas à vous raconter. Ça se trouve dans un musée qui s'appelle le Vitra Design, qui est en Allemagne, mais vraiment à peu près à 15 minutes de la frontière suisse, du côté de Bâle, à Weil am Rhein. C'est un musée où il faut absolument aller, je pense, notamment pour ses expositions temporaires, et celle-ci s'appelait Hello Robot. Cette exposition a malheureusement terminé il y a peu, et on a été pendant la dernière semaine ou l'avant-dernière semaine. Par contre, elle revient en Autriche, en Belgique et ensuite en Suisse en 2018. Je vous invite donc à chercher sur internet quand elle passe près de chez vous, parce que si vous n'êtes pas loin, ça vaut carrément le coup d'y aller. Alors, une exposition sur les robots, j'ai déjà été en visiter plusieurs. Il y avait notamment au Quai Branly à Paris une exposition sur les robots qui était tout à fait sympathique. Je ne vais pas aller trop à fond dans le terme de la robotique parce que comme il n'y a pas les visuels, ça va être un petit peu compliqué. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous verrez, il y a des vidéos que j'ai prises là-bas. Pour une fois, j'ai pensé à en faire du musée qui vous donneront donc un peu l'idée de qu'est-ce qu'il y avait là-bas. J'ai fait une petite sélection d'œuvres dont, à mon avis, vous n'avez pas entendu parler et qui peut vous intéresser même si vous n'avez pas l'occasion d'aller les voir en vrai. Alors, erreur de débutant, je n'ai pas noté de qui étaient toutes ces œuvres, ni forcément leur nom, donc vous aurez probablement de la peine à en trouver quelques-unes. Les plus intéressantes, j'ai quand même les noms. Voilà, Internet est grand, allez piocher, il y a plein d'œuvres autour de la robotisation qui sont absolument intéressantes. La première, qui était au début de l'exposition, peut ne pas paraître vouloir parler des robots, et en fait, si. Alors cette première œuvre est tout simplement une urne mortuaire. Alors on me dirait mais qu'est-ce que ça fait exactement dans un musée? En réalité c'est un concept d'artiste, ça n'existe pas en vrai, ça n'aurait d'ailleurs pas beaucoup d'intérêt, où on ne va pas mettre vos cendres à votre mort. Par contre, ce que vous allez faire en tant qu'individu, à chaque fois que vous avez un cheveu qui tombe, un poil de barbe comme moi éventuellement, ou des rognures d'ongles, eh bien vous allez les mettre dans l'urne. Et ce qui est intéressant au fil des années, c'est que dans l'urne, ou plutôt dans le récipient qui est sous l'urne, vous aurez la même masse corporelle que vous. Alors c'est un concept artistique, hein, donc je sais, maman, je crois, a levé les yeux au ciel, a pas trouvé ça super intéressant. Mais quand on parle des robots, et quand on parle notamment des robots d'un point de vue matérialiste, qu'est-ce qu'un robot, est-ce qu'il est différent de l'humain par rapport à il n'a pas de muscles, etc. En réalité, l'humain se régénère totalement très rapidement. Alors évidemment, au niveau cellulaire, ça se passe différemment. On sait qu'il y a des cellules qui se renouvellent tous les X années, etc. Mais là, c'est vraiment une vue d'artiste. Et c'est vrai que quand on regarde ce truc finalement très simple, parce que comme souvent, c'est plus l'histoire qu'on vous raconte sur le truc en lui-même que le truc en lui-même qui est intéressant, on se dit, oui, c'est vrai, d'un côté, c'est complètement fou de se dire que si vraiment vous faites ça, vous allez avoir vous-même, mais vous serez toujours vous. Ouais, je vais pas philosopher là-dessus, hein, mais c'est juste un truc super sympa. Et je trouvais que c'était vraiment sympa pour introduire justement le côté des robots et de penser l'homme, en fait, il est beaucoup plus que juste de la matière. Et les robots sont probablement aussi beaucoup plus de la matière. Évidemment, et le clip passé derrière moi quand je vous parlais, il y a le clip de Björk qui s'appelle All is Full of Love, que je vous invite vraiment à regarder si vous n'avez jamais vu. C'est aussi génial d'avoir ça dans une exposition parce que déjà, la vidéo est incroyablement belle. Elle parle, ou elle peut parler de la sexualité entre robots, ce qui est assez impressionnant et en même temps c'est très correct quand même, donc on peut le mettre dans un musée où il y a des enfants qui viennent, ils vont pas forcément tout comprendre, et surtout, vous le verrez en vidéo, ça viendra en même temps, il y a, alors c'est pas exactement la réplique de ce qu'il y a dans le clip, mais il y avait vraiment ce buste de robot qui pouvait faire ressembler un petit peu à Sony, vous savez, ce robot qu'il y avait dans le film iRobot avec Will Smith, et c'est vraiment magnifique de voir ça en vrai en réalité. Je pense que en science-fiction, par exemple, encore une fois, dans iRobot, c'est très bien fait. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, peut-être les effets spéciaux ne suivent pas vraiment, mais ça reste un très joli robot pour moi. Et là, le fait de l'avoir tout près, c'est, je ne sais pas, si on s'imagine alors certains diront dans 100 ans, certains dans 10 ans, j'en sais rien, mais probablement dans longtemps quand même, où on aura des robots comme ça qui pourront se balader dans la rue, c'est assez impressionnant. Et en même temps, quand on regarde l'œuvre, c'est pas vraiment la volonté de l'artiste. L'artiste, il n'a pas voulu montrer un robot, il a voulu montrer un humain qui a changé petit à petit au fil de sa vie des pièces en lui-même et a fini par
entre guillemets, devenir un robot. Et évidemment, il y a la question de à partir de quand est-ce que c'était un homme qui est devenu un cyborg, ou ça parle du transhumanisme, hein, et qui est devenu un robot finalement. Et finalement, quelle différence entre quelque chose de qui était humain et qui est maintenant robotisé, robotique, je sais pas, et en même temps d'avoir le clip justement de Björk, pardon, qui est pas loin et qui a finalement le même design, mais où on sait pas, moi je sais pas, j'ai compris que c'était vraiment des robots, mais c'est peut-être des humains, transhumains, je sais pas. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment magnifique de voir cette pièce-là. Rien qu'à elle, elle vaut clairement la visite dans cette exposition et le robot. Un peu plus loin dans l'exposition, il y avait les robots qui sont en train de nous remplacer ou qui vont nous remplacer. Alors il y avait par exemple ces articles de presse qui sont écrits uniquement par des robots, et c'est le cas déjà de pas mal d'articles que vous lisez qui sont très simples, qui sont juste de la transmission d'informations. Ça peut être des résultats sportifs, des résultats politiques. Ça demande aucune qualité spécifique d'écriture, c'est juste du reporting de chiffres. Et les robots le font très très bien. Et évidemment, il y avait cette question de savoir, du coup, est-ce que les journalistes vont avoir plus de temps pour écrire des articles de fond que des robots ne peuvent pas, pour l'instant en tout cas, construire, ou est-ce qu'au contraire, on va tout simplement virer ces journalistes qui faisaient ces articles un petit peu simples et sans vraiment plus-value humaine dessus. Il y avait un ordinateur notamment où on s'est amusé avec maman à chercher nos métiers, le métier de nos amis, etc. et de voir jusqu'à quel point on serait remplacé par des... Alors c'est pas nécessairement par des intelligences artificielles, c'est plus vraiment par le robot en lui-même, l'automatisation en réalité, hein. Alors évidemment, ça tombe sous le sens, tous les métiers qui sont artistiques ont plutôt tendance à être pris par des humains. J'émettrais une critique personnelle, c'est parce que pour l'instant, l'humain préfère toujours acheter ou consommer de l'art qui est produit par d'autres humains, ou en tout cas en majorité par d'autres humains. Est-ce que ça va être le cas pendant très longtemps? On ne sait pas. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais il y a pas mal de bandes annonces que vous voyez au cinéma qui sont en tout cas prémontées par des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'on va leur filer globalement les rushs du film et le machin va monter parce qu'il va savoir que ici c'est une explosion, ici c'est une scène d'amour, ici c'est le héros, ici etc. Et donc il va prémonter une bande-annonce qui va ensuite être ajustée probablement par un réalisateur ou un monteur, mais une partie du travail est déjà fait par une intelligence artificielle. Et a priori, est-ce que c'est si fou de se dire qu'une fois sur Netflix, on tombera sur des séries qui seront uniquement, alors pas forcément tournées par par des intelligences artificielles, mais en tout cas écrites, pourquoi pas réalisées par des IA. Après tout, on bosse déjà avec des algorithmes pour faire les séries d'aujourd'hui, donc est-ce que c'est si fou que ça? Pour moi, je trouve pas forcément. Donc, mais en tout cas, ça va peut-être prendre plus de temps au niveau de l'art. Par contre, évidemment, il y a plein de métiers qui seront remplacés à un assez haut pourcentage, vraisemblablement en tout cas, par de la robotisation. Et voilà, ça posait la question de quelle est du coup notre place dans la société, si ça se passe, et comment est-ce que la société va réagir à ça. Alors, ce petit ordinateur est plutôt marrant et la plupart des gens sont absolument persuadés que leur métier, c'est impossible qu'il soit remplacé par un ordinateur, une intelligence artificielle ou un robot. En réalité, beaucoup de choses qu'on fait, et si vous commencez à analyser vraiment ce que vous faites dans votre vie, finalement, il y a beaucoup de choses. Ça ne demande pas des capacités extraordinaires. Il y a des parties qui demandent, oui, probablement l'humain, vraiment, encore, mais il y en a beaucoup que ça ne demande absolument pas, et c'était assez intéressant de voir ça. Pour les vrais fans de Star Wars, il y a le vrai R2D2 dans cette exposition. Donc c'est probablement une des versions d'R2D2, hein, parce qu'il y a plusieurs modèles qui ont été utilisés durant le tournage, mais qui a été prêté par George Lucas, donc vraiment quand même une pièce d'histoire à voir, et ça file quand même un petit frisson quand on le voit en vrai pour les vrais fans. Un truc que je trouvais intéressant aussi, c'est un tableau que j'ai filmé, mais que vous trouvez très facilement sur Internet sous le nom Pyramid of Technology, hein, la pyramide de la technologie, avec 7 points de technologie en fait. Le premier point, c'est quand la technologie est envisagée, elle est pensée, elle est quelque part en train d'être dessinée, en train d'être conçue. Le point 2, il y a 7 points, hein, le point 2, c'est quand ça devient opérationnel. Les prototypes existent, ça fonctionne. Le troisième point, c'est l'application. Là, c'est une technologie qui devient accessible et qui est abordable pour, on va dire, la moyenne des gens. Au niveau 4, et c'est intéressant de voir que ça vient là, ça devient accepté. C'est-à-dire que cette technologie vient une partie de votre vie normale de tous les jours.
Le point 5, c'est le point où ça devient vital. Ça devient compliqué de vivre sans cette technologie. Le point 6, c'est quand cette technologie devient invisible. Vous ne la voyez plus, elle est authentique, elle est dans le paysage, vous ne le remarquez pas. Et le dernier point qui est super intéressant, elle est naturalisée, c'est-à-dire qu'elle est indistinguable. Je ne sais pas si c'est un mot français quand je le dis parce que j'ai la pyramide de la technologie en anglais, de la nature. Donc elle n'est pas seulement invisible, c'est-à-dire qu'on ne la remarque pas, mais quand on a vraiment les yeux fixés dessus, on voit que c'est quand même une technologie, elle devient parfaitement naturelle dans notre environnement. Et je trouvais que c'était super intéressant, il y a plein de points où c'est dit justement à quel point les technologies sont. Par exemple, l'agriculture, elle est invisible, mais elle n'est pas encore naturelle. Et il y a plein de points comme ça, je pense à faire une vidéo là-dessus, en prenant les points les plus intéressants de cette pyramide, parce que c'est vraiment fascinant. Encore une fois, cherchez ça sur Internet, Pyramid of Technology. Un autre robot, et j'ai pas envie de vous spoiler une prochaine vidéo sur laquelle je compte vraiment écrire, c'est Xianer le robot. Alors c'est un robot chinois, donc Xian, un petit apostrophe ER et robot, et vous trouvez, c'est un robot qui est tout à fait mignon. Ce qui est assez génial, c'est que c'est un robot qui est là pour enseigner le bouddhisme et les valeurs du bouddhisme. Alors il va pouvoir réciter des mantras, alors ce qui est simple parce que n'importe quel enregistreur est capable de le faire a priori, mais il va pouvoir répondre à vos questions sur le bouddhisme, il va pouvoir faire partie intégrante de votre vie religieuse. Et c'est un point qu'on a peut-être tendance encore à ignorer ou à penser que c'est stupide ou peut-être que la religion dans nos contrées a tellement perdu en importance qu'on voit ça comme quelque chose d'étrange. Et pourtant, les automates ont déjà pas mal été utilisés, enfin pas mal, en tout cas ont déjà été utilisés par des religions et par des grandes religions pour attirer des fidèles ou impressionner des fidèles, etc. Et c'est pas fou de penser que le robot sera aussi utilisé dans la religion dans le futur. Et je trouve cet aspect absolument fascinant. Pour ceux qui connaissent vraiment le diagramme de la vallée de l'étrange, vous savez que c'est le point le plus haut de celui-ci, mais je ne vais pas vous spoiler une prochaine vidéo. En tout cas, cherchez ce robot sur Internet, c'est assez délirant. Un autre robot délirant et absolument mignon, vous le voyez aussi en vidéo, imaginez, vous voyez un petit peu la lampe de bureau de Pixar, vous savez, avec cette espèce de ressort là. Et ben, imaginez ça, à part qu'à la place, vous avez une sorte de tête blanche d'un robot. Il réagit à votre façon de parler. Et on peut y voir énormément d'applications. Par exemple, apprendre aux gens à parler correctement aux gens qu'ils ont en face d'eux. Et étrangement, c'est beaucoup plus facile avec un robot. Et en parlant avec le robot, alors il ne va pas comprendre pour l'instant ce que vous dites, hein, la syntaxe, mais vraiment votre manière de parler, le ton que vous utilisez, le volume de voix que vous utilisez. Et le but, évidemment, c'est de ne pas stresser le robot. Parce que quand vous le stressez, il va se mettre à tourner un petit peu dans tous les sens, il va se mettre à vibrer. Et alors je ne sais pas, c'est peut-être la connexion avec Pixar, mais vous avez l'impression de comprendre que ça ne lui va pas. Et évidemment, vous n'avez pas envie de décevoir ce petit robot, hein. Vous faites de l'anthropomorphisme, hein. Pour vous, c'est un truc vivant qui existe en vrai quand vous commencez à jouer avec. Et ça peut avoir des applications absolument énormes. On imagine toutes les personnes qui doivent peut-être maîtriser leur nervosité. On peut imaginer, il me semble que c'était parlé de l'autisme, etc. Il y a tout un point, alors là où j'ai pas envie d'en parler parce que je ne connais tout simplement pas ça et je trouve que c'est trop sérieux pour vous dire n'importe quoi dessus en fait, mais il y a des espèces de boules qui changent de lumière, qui vibrent, ils ont un espèce de petit écran très très simple qui font des sourires et où vraisemblablement une partie, en tout cas des jeunes qui jouent avec ces boules et qui sont atteints de l'autisme, ça les aide à socialiser. Alors c'est très étrange de voir les vidéos parce que c'est bizarre de se dire qu'ils ont quelque part plus de facilité à socialiser avec une petite boule qui change de couleur. Et en même temps, ça les aide à socialiser en vrai. Alors, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que je ne connais pas. Je n'ai rien lu de sceptique sur le sujet non plus. Je pense qu'on est vraiment, vraiment au stade de la recherche. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les robots vont nous aider, peut-être, à régler certains problèmes qu'on a ou qu'on peut avoir. Alors, il y a aussi d'ailleurs dans ce musée le petit robot Paro, vous savez, ce petit phoque, bébé phoque absolument mignon,
qui aide aussi les personnes âgées, par exemple. Elles vont parler avec ce robot, elles vont socialiser avec un petit peu, et puis ça va les aider. Et je trouve ça vraiment génial de voir que le robot, alors c'est vrai qu'il y a le côté peut-être qu'il va prendre notre job, mais qu'il va aussi nous aider dans notre job. Il y a le côté, le robot justement, peut-être religieux, qui va aider les fidèles à peut-être être, je sais pas, être plus fidèles, je sais pas, ça va les aider en tout cas. Et puis les robots qui, dans la santé, se limitent pas seulement à être des robots qui vont nous opérer à cœur ouvert, ou etc., qui vont être plus précis que des médecins, mais des robots qui peuvent aussi nous aider, peut-être psychologiquement, à récupérer ou de maladies ou de chocs qu'on a eus. Et je trouve ça vraiment absolument fascinant. Il y a aussi une série de photos qui est vraiment très sympa, qui a été faite par un photographe qui s'appelle Vincent Fournier. Et si vous tapez sur Google Vincent Fournier et le titre de cette série de photos qui s'appelle The Man Machine, donc Man, M-A-N, et machine, en fait ça se dit la même chose en anglais, donc machine, et vous allez tomber sur son site internet. Et il a photographié des robots dans la vie courante comme s'ils étaient vraiment dans nos vies. Alors vous avez par exemple un robot devant un ordinateur, vous avez un robot qui joue avec des enfants, vous avez un robot qui marche à côté d'un homme dans la rue, qui l'accompagne normalement. Et je trouve ça génial, on est dans l'anticipation clairement, mais on voit comme ça pourrait être. Il y a un côté où ça fait vraiment science-fiction et un côté où on se dit, peut-être bien qu'ils ont parfaitement une place dans notre société et qu'ils occupent ces trous qu'on voit pas, mais ces endroits où ils peuvent parfaitement être intégrés dans la société et ça peut être fun, agréable et ça peut justement, si on revient à la pyramide de la technologie, finir par devenir totalement accepté, puis normal, puis invisible, puis naturel. Et je trouve que c'est vraiment génial de penser à ça. Alors pour finir sur du plus sombre, il y a un endroit où vous pouviez avoir un casque audio et écouter le son de drones militaires. Alors il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses militaires dans cette exposition et c'est vrai que c'est un choix, hein, je veux dire, il n'y avait pas les robots de Boston Dynamics, etc. Je crois qu'il y avait une photo d'un robot de Boston Dynamics, mais c'était vraiment pas le thème de l'exposition. Et par contre, là, il y avait cet endroit où vous pouviez mettre un casque et écouter le son des drones militaires, alors les classiques, le Predator, etc. Et la différence, c'est qu'on les entend souvent. Alors, vous trouvez par exemple sur Internet assez facilement les drones qui survolent Gaza, par exemple. Vous pouvez les écouter très facilement de gens au sol. Et là, c'est des enregistrements qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux faits, vraiment, où il y a une attention au son qui a été prise assez énorme. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches, je les ai pas vraiment trouvés sur Internet, et j'ai pas trouvé, comme j'ai pas photographié le nom de l'artiste, malheureusement, c'est perdu. Mais en tout cas, c'était vraiment très impressionnant d'entendre ça, et ça fait froid dans le dos. Je trouve que ça ressemble beaucoup au bruit de drones ou de robots dans la science-fiction et du côté Terminator, pas du côté Wall-E. Et je me dis qu'au niveau design, ça va être très intéressant aussi. Vous savez, il y a Amazon qui prévoit éventuellement de livrer des robots, de livrer des robots, oui, pourquoi pas, des robots par drone, hein, histoire de faire vraiment un truc de fou. En tout cas, on pense peut-être que dans un futur relativement proche, il y aura des robots autour de nous, mais aussi des drones qui voleront. Et est-ce qu'au niveau du design, on réfléchit vraiment au son qu'ils vont faire? Alors déjà parce que ça va être super désagréable d'avoir des machins qui font un bruit énorme alors que vous êtes en train de pioncer, de faire votre sieste. Mais en plus de ça, on peut penser à tous ces gens quand même qui sont ou qui ont été dans des zones où des drones ont été utilisés pour faire des bombardements, de l'espionnage, etc. Et qui n'ont pas envie d'avoir les mêmes sons dans leur jardin une fois qu'ils sont venus ici en tant que réfugiés, par exemple. Il y a énormément de travaux sur le son qui peuvent être faits. On peut se dire, est-ce qu'un drone d'Amazon peut faire ou va faire le même son qu'un drone piloté par la police, par exemple, pour la surveillance? On peut se poser énormément de questions. Alors là, c'était relativement simple, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant avec un côté très flippant, mais vraiment intéressant. Alors voilà, j'ai été très vite sur ces œuvres. Encore une fois, sur la vidéo YouTube, vous en verrez quelques-unes. J'ai fait quelques photos. Maintenant, très rapidement, sur le Vitra Design Museum à Weil am Rhein, il y a une halle entière remplie de chaises.
Oui, non, je rigole pas. Il y a vraiment une halle entière de chaises. Parce que, accessoirement, c'est aussi une fabrique qui fait des meubles et notamment des chaises. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire dessus, mis à part que c'est intéressant d'y aller une fois pour ça. Sinon, je vous dirais quand même de vous rapatrier sur les autres expositions, comme celle sur les robots, hein. Ils changent assez régulièrement d'exposition et vu la qualité de celle sur les robots, je ne peux que penser que les autres ont une qualité au moins égale. Donc ça vaut toujours la peine d'y aller. Pour les chaises, je dirais ça vaut la peine d'y aller une fois, hein. De toute façon, c'est pas loin d'Expo Temporaire. Par contre, il y a une sorte de maison ultra design où vous allez voir plein de meubles. Et alors non seulement l'emplacement est vraiment joli avec des baies vitrées absolument magnifiques, il y a un goût indéniable qui est dans chaque pièce, une ambiance qui est donnée. Alors j'y connais rien en design, j'avoue que les meubles ne m'excitent pas plus que tant, les chaises non plus. Et pourtant, vous savez quoi? Parmi toutes celles qu'on a vues, il y en a une que j'ai adorée. Et il s'avère qu'elle est construite en Allemagne, justement, à Weil am Rhein, dans ce Vitra Museum, ou plutôt dans l'usine Vitra qui est à côté. Et, euh, et je pense que je vais pas la prendre parce qu'elle coûte plus de 6 000 euros. Donc, bon, voilà, on va dire très honnêtement, c'est pas Ikea. Je pense que la majorité des choses que vous allez voir là-bas coûtent très cher. Par contre, c'est très bien fait. Il y a beaucoup d'idées vraiment très sympas que vous allez, disons, aller chez Ikea, prendre des trucs qui ressemblent pour faire un semblant de copie chez vous. Mais en tout cas, vraiment génial à y aller. Je vous encourage à aller dans ce musée. Et pour ceux qui sont intéressés par les robots, absolument aller dans cette exposition. Alors là, c'est en Autriche, donc peut-être c'est un peu loin. Mais ensuite, Belgique et Suisse. Suisse, ce sera à Winterthur. Et en Belgique, ce sera à Ghent, G-E-R-N-E-N-T. Je ne sais pas où c'est, mais bon, bref. La Belgique, c'est pas si grand que ça non plus. La Suisse non plus d'ailleurs. Vraiment, allez-y. Et puis sinon, profitez d'aller sur Internet. Je vous ai donné quelques trucs. J'essaierai de mettre des liens dans l'article. Il y a plein d'œuvres autour de la robotique qui sont absolument fascinantes et qui questionnent plein de choses autour de la robotique, des intelligences artificielles, de la science-fiction, etc. C'est super excitant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, n'hésitez pas à aller là-bas si vous êtes en Allemagne, en France ou en Suisse. C'est pas loin et ça vaut vraiment le coup. Allez, à ciao, bonsoir.